Bonjour et bienvenue dans Je peux pas, j'ai podcast, le podcast qui décrypte les recettes gagnantes des podcasts à succès. Quand j'ai lancé mon podcast des Nouvelles Héroïnes, j'étais seule. Et j'ai fait des erreurs, en perdant du temps et de l'argent. Et c'est en allant questionner d'autres podcasteurs que tout a changé. Alors j'ai décidé de partager avec vous leurs apprentissages et secrets pour amplifier l'audience de votre podcast et transformer enfin vos écoutes en euros. De manière simple et efficace, sans y laisser des litres de sueur, on n'est pas chez Basic Fit. Je suis Céline Steyer, directrice marketing reconvertie en créatrice de podcast. Ma passion, fouiner, décrypter, comprendre et organiser tout ce que vous ne trouverez pas sur YouTube. À partir de maintenant, vous n'êtes plus seul à appuyer sur le bouton diffuser. Rendez-vous derrière votre micro. Allez, je file parce que je peux pas, j'ai podcast. Futurs podcasteurs ou podcasteurs aguerris, lâchez votre micro car je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Je peux pas, j'ai podcast. Pourquoi une marque doit-elle investir dans le podcast ? Comment et pour quels résultats ? C'est ce que nous allons découvrir avec ma première invitée experte en production de podcasts de marque, Camille Debreuil. Camille est tombée dans le podcast en 2019 grâce à l'écriture de fiction. Oui, parce que notre invitée du jour est auteure de fiction. Elle a lancé un premier podcast, Écrire sans rature, et a créé son agence de création de podcasts de marque, Agence Spot-It. On s'est rencontrés sur LinkedIn en s'auto-commentant nos posts et j'avais très envie qu'elle nous partage sa passion pour le podcast de marque, un nouveau format que doivent adopter les marques. Et ça, Camille, elle en est convaincue. Allez, Camille, c'est bon, t'es prête ? Ton micro est branché ? Allez, à vous les studios. Eh bien, bonjour à tous. Je vais essayer d'être concise et factuelle et c'est toujours très compliqué parce que beaucoup de gens ont une définition un peu maison du podcast de marque. Ma définition aujourd'hui, c'est que pour moi, un podcast de marque, il a deux côtés. Déjà, il a le côté complètement grand public, donc c'est un podcast qui va être vraiment à destination de l'audience cible de la marque, qui ne sont pas forcément des clients. Et ensuite, on a le podcast qui est aussi de marque, donc qui est vraiment porté par une entreprise, mais qui est plutôt à destination des collaborateurs qui sont déjà salariés de l'entreprise ou qui veulent le devenir, donc qui sont plutôt de l'ordre du candidat potentiel, des talents comme on les appelle, qui vont être ciblés par l'entreprise pour rejoindre derrière les services, quoi, les différents services. Donc le podcast de marque, c'est un podcast qui est natif, quoi, dans tous les cas. Le podcast de marque, sur quelle plateforme il est diffusé ? Et ben, du coup, ça dépend de la cible, mais soit il est diffusé sur toutes les plateformes qu'on connaît aujourd'hui de streaming, donc Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, tout ça, ou alors il peut aussi, ça peut être un choix de ne pas le mettre sur ces plateformes-là, notamment pour des podcasts marque employeur et RH, où là, ils sont plutôt diffusés, pas que en interne, mais notamment sur le site web, dans des newsletters. Voilà, il va plutôt être dans des canaux qui sont explicitement faits pour la cible en question qu'on veut toucher avec le podcast, mais globalement la plupart des podcasts de marque sont maintenant tous sur Spotify et compagnie, les plateformes de streaming, quoi. Et alors, toi, comment t'es venue à développer un podcast de marque ? Quelle est ta première expérience ? Ma toute première expérience de podcast de marque où vraiment je me suis dit tiens, ça pourrait être mon job, c'était pour Ferrero France. J'ai travaillé en marque blanche pour eux avec un autre collègue et vraiment c'était le tout début du podcast pour des entreprises. C'était un podcast qui n'est pas du tout sorti en externe, donc il n'est pas sorti au grand public pour le coup, et c'était tout simplement le service RSE de Ferrero France qui voulait dire finalement aux autres collaborateurs de l'entreprise en fait on fait des choses bien qui ont un vrai impact positif alors qu'on est un mastodonte Ferrero, mais on a dans le lot des gens qui font des choses bien, qui essayent vraiment d'avoir un impact positif et sur l'environnement et pour l'inclusion en entreprise, etc. Et donc moi mon but c'était de mettre en avant ces gens-là et leur quotidien finalement. C'était ma toute première mission podcast.
Mais comment tu as été contactée? Comment tu t'es tombée sur Ferrero? Parce que Ferrero, c'est quand même une grosse entreprise. Comment tu fais? Eh ben, à l'époque, je te dis, j'ai travaillé avec Nicolas qui était chez Story for Brands, qui est toujours d'ailleurs, et on a vraiment travaillé main dans la main sur ce projet. Donc c'est lui qui m'a apporté ce projet-là, et donc j'ai travaillé en marque blanche pour lui. Donc c'était le tout début de l'agence en fait, sur le podcast en tout cas, et c'est lui qui m'a emmené Ferrero parce qu'il a répondu à un appel d'offres tout simplement, ce qui se fait aujourd'hui et ce que je fais moi maintenant en direct tout le temps. Et la plupart du temps, c'est de l'appel d'offres. Et il faut savoir que moi, de mon côté, je travaille qu'avec des grosses entreprises type Ferrero. Depuis Ferrero, simplement parce que c'est mon expertise de base. J'ai toujours travaillé dans des très grandes entreprises. Je connais le milieu, je sais les problématiques et les process. Donc pour moi, c'est mon client idéal, quoi. Et alors, comment ça se passe concrètement avec les équipes? Parce que du coup, j'imagine qu'il y a un énorme process. Qu'est-ce que tu leur apportes? Comment, en fait, est-ce que tu as plusieurs offres? Je veux dire, un podcast de marque, j'imagine qu'il y a des services marketing et communication au sein de ces entreprises avec lesquelles tu vas travailler. Donc, comment ça se passe, en fait, ce process de création de podcast de marque avec l'entreprise? Concrètement, les différentes étapes. Concrètement, ça commence 99% du temps par un appel d'offres. Et pourquoi je commence par là? Vraiment, le tout début, c'est que la plupart du temps, les entreprises veulent un podcast, mais ils ne savent pas du tout quoi ou comment. Donc, ce qui se comprend. Donc, moi, ma première offre dans tous les cas, c'est une offre qui est chiffrée aujourd'hui, qui est à partir de 8 500 €, mais c'est une offre qui est vraiment packagée dans le sens où je suis là pour faire une recommandation stratégique avec dedans tout ce qui est format, tout ce qui est, on va choisir, je vais créer en fait le format, le concept en lui-même. Donc là, c'est vraiment de la conception, idéation et de la stratégie. Donc là, c'est que ça. Et ensuite, il y a d'autres profils qui savent ce qu'ils veulent un peu plus et qui se disent, bon, bah, nous, on a tel objectif. Tu vois, ils sont beaucoup plus loin quand même dans le process de base. Et donc, eux, ben, je vais plutôt les accompagner sur et l'idéation, parce qu'il faut quand même challenger le concept, le format, etc., en fonction de leurs objectifs. Et puis ensuite, c'est surtout de la production et de la post-production. Donc dans le process, on commence par un appel d'offres. Ensuite, on arrive finalement à cette étape d'idéation où on va choisir le concept, le format, les objectifs derrière aussi, marketing, communication, notoriété, influence parfois. Et ensuite, on va vraiment travailler sur les scripts. Donc les scripts, ça dépend du format évidemment, mais moi je travaille beaucoup sur des guides de questions pour de l'interview, ou par exemple je travaille beaucoup sur de la fiction, donc j'écris tous les scripts moi-même pour le coup. Et là, c'est une grosse étape de rédaction. Et donc, dans ces grandes entreprises, les vraies étapes qui bloquent en général, c'est les étapes de validation qui sont assez nombreuses. Il y a toujours une validation des scripts en amont, parce qu'ensuite, comme on est dans de la voix, on n'est pas là pour refaire venir notre voix off qui coûte déjà assez cher, vu que c'est quand même des comédiens chevronnés. Et ces gens-là, ils vont pas revenir 3-4 jours d'affilée en général, parce que ça coûte très cher. Et en plus, c'est de la voix, donc ça se travaille vraiment différemment que de la vidéo. On va faire des prises comme on veut. Là, vraiment, le comédien, il doit poser sa voix. On est sur des gens qui travaillent en général par demi-journée. Donc, dans ce process-là, la validation des scripts, c'est un très gros point. Et en général, là, c'est les équipes du coup projet qui valident en amont. Et en fonction des domaines, ça peut aussi être le réglementaire, le médical dans la pharma. Voilà, il y a quand même des gens dans le process, c'est un peu le problème. Et là, c'est vraiment un très gros point. Ensuite, une fois qu'on a validé les scripts, on se prend vraiment au jeu de la prise de son. Et donc là, on est en général, soit c'est moi, soit c'est un ingénieur son, soit les deux. Soit on est en studio, ça dépend vraiment des formats. Et ensuite, on valide vraiment pas les rushs, les versions finales. Et en général, vu qu'on a validé les scripts avant, il n'y a pas de surprise du côté client. Donc à partir de là, on part en mise en ligne. Et là, vraiment, dans ce process-là, c'est comme c'est des très grandes entreprises, dans mon cas, souvent elles gardent la main. Comme tu dis, il y a des équipes derrière qui font ça très bien et il n'y a pas de souci. Soit c'est moi qui le fais, en tout cas mes équipes, et on les accompagne là-dessus, sur la mise en ligne, sur un hébergeur, etc. Mais souvent, c'est eux qui gardent la main sur ça et sur la communication derrière. Donc tout ce qui est diffusion et médiatisation des épisodes, en général, moi, c'est les entreprises qui gardent la main dessus. D'accord, donc tu es vraiment sur cette phase de création, de rédaction de script et d'apporteur de concepts pour la marque. Quand tu parles d'appel d'offres, concrètement,
Ça se trouve où? Bah, il y a des médias comme Podmust et tout qu'on connaît bien qui mettent parfois des appels d'offres, mais il y a aussi des appels d'offres d'ordre public. Par exemple, la RTBF en Belgique, elle le fait souvent. Mais en fait, les appels d'offres, moi, c'est souvent une question de budget. En fait, à partir d'un certain montant, je crois que c'est 20 000 euros, les entreprises ne peuvent pas ne pas mettre en concurrence. Et comme moi, mes clients, c'est souvent des grosses entreprises, dont des gros podcasts avec plutôt des gros budgets, il y a toujours un appel d'offres. Ils sont obligés de me mettre en concurrence. Alors, c'est plus ou moins fait de manière conventionnelle. Ça m'est arrivé là avec un dernier client où finalement, j'ai senti tout de suite en me présentant, etc., que finalement, il m'avait choisi, quoi. Il était venu me chercher. Et donc, j'arrive au deuxième point. Souvent, on vient me chercher sur LinkedIn. Ou alors, c'est moi qui prospecte en me disant, tiens, cette entreprise, elle est top pour porter mon idée de podcast que j'ai dans la tête. Et dans ces cas-là, je vais vraiment aller, j'allais dire au culot, mais je vais aller chercher vraiment l'entreprise qui va porter la marque. Je vais jamais faire de la prospection de masse et tout, mais je vais vraiment aller chercher l'entreprise. Et donc, cette entreprise, elle est obligée dans tous les cas, si elle accepte de faire un podcast, pourquoi pas, de mettre en concurrence. Donc, forcément, il y aura un appel d'offres. Donc, dans tous les cas, moi, l'appel d'offres, c'est la base de la base, mais parce que j'ai choisi des clients qui ont des budgets et des projets de podcast, du coup, qui font que c'est tellement d'envergure en général qu'ils sont obligés de le faire. Mais il n'y a pas de site, il n'y a pas de... enfin, je crois pas, en tout cas, je les connais pas, mais il n'y a pas de recette magique. Mais dans tous les cas, que ce soit moi qui aille les chercher ou eux qui viennent à moi, il y a toujours un appel d'offres, dans mon cas, en tout cas. Mais je sais que c'est pas comme ça pour tout le monde. Quel est le temps pour créer un podcast de marque? Parce que, je veux dire, quand le podcast, quand la marque vient te voir, voilà, on veut lancer un podcast, j'imagine que c'est souvent, ça collabore avec un lancement de produit ou, enfin, il y a forcément un événement. Après, peut-être pas, peut-être, mais en tout cas, sur le podcast de marque, comment ça se passe dans le temps, dans la chronologie? Parce que c'est des budgets aussi qui sont votés les années précédentes. Donc, comment ça se passe, en fait, en termes de délai? Le délai, en fait, il dépend, j'allais te dire qu'il dépend de l'entreprise, mais maintenant, ça me fait un peu mentir parce que je crois qu'il dépend de la personne qui porte le projet. C'est-à-dire que dans des entreprises, en ce moment, tu vois, j'ai signé avec l'Université Polytechnique Hauts-de-France et c'est un paquebot. En plus, c'est du public, donc on pourrait se dire, oh là là, mais ça va mettre des années et des années. Sauf que dans l'eau, je travaille avec vraiment une personne qui est hyper dynamique, qui avait envie, qui avait prévu, c'était un appel à projet, donc le budget, il est fait que pour ça. Et donc, c'est très différent. Donc, en fait, il y a vraiment deux salles, deux ambiances. Parfois, on se dit, ça va se faire, les gens sont hyper motivés et tout. Mais le problème des grosses entreprises, c'est le process, comme tu dis, et deux, le nombre d'intervenants qui, entre guillemets, mettent leur grain de sel dans le projet parce que il faut valider avec tel service. Et en fait, c'est ces moments-là qui mettent beaucoup de temps. Donc, très concrètement, un podcast, normalement, de mon côté, si vraiment il n'y a aucun problème de validation, etc., en 4 mois, c'est fait. Surtout sur des épisodes, voilà, on est sur une saison, on va dire, bateau de 10-12 épisodes de 20 minutes grand max. Là, on est vraiment sur 4-6 mois grand max, si vraiment il n'y a pas de souci de validation et tout, parfois même moins. Mais ça m'est arrivé là d'avoir des projets qui durent plus d'1 an et demi, parce que il y a 9 mois de silence radio au milieu, quoi. Donc ça arrive et c'est là c'est vraiment un choix de ma part, quoi, de travailler avec des clients où je sais comment ça fonctionne et en plus j'ai travaillé moi-même en tant que salarié dans ces boîtes, donc je sais très bien que c'est pas souvent la faute de, entre guillemets, du porteur de projet ou quoi, c'est qu'il y a plein de gens derrière qui doivent intervenir et voilà. Donc ça peut être très court quand on est très motivé et qu'on est un peu un bulldozer dans son entreprise, mais ça peut être très long et c'est pas forcément de mon fait, quoi. Alors, tu dis que tu as 2 phases, c'est de la prospection et toi, aujourd'hui, tu es démarché sur LinkedIn. Ouais. On va d'abord parler de la phase de toi où tu vas prospecter. Comment ça se passe? Quels sont les arguments que tu mets en avant auprès des marques pour pousser un de tes projets? Pourquoi elles devraient se lancer dans le podcast? C'est une très bonne question. La première chose que je leur dis en général, soit c'est moi qui arrive, comme je t'ai dit, avec une idée, un concept vraiment où je me dis mais ce serait super pour vous. Et donc dans ces cas-là, j'arrive à leur donner des arguments qui sont ultra personnalisés. Par exemple, tiens, j'ai vu que vous aviez un blog depuis des années qui est hyper bien, etc. Mais aujourd'hui, honnêtement, les gens qui achètent chez vous, c'est des gens qui ont entre tel âge et tel âge. Et donc je leur recoupe ça avec des statistiques du podcast où je vois bien que ça colle à leur cible et que
ce serait décuplé en termes de résultats et de juste d'image de marque. Donc dans ces cas-là, ça fait assez mouche en général parce qu'ils se disent pourquoi pas. Mais comme tu dis, il faut tomber aussi au bon moment avec les bons budgets où ils se disent tiens, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent globalement. Ou alors, le vrai argument en général, c'est de leur dire aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui créent du contenu, d'entreprises en fait maintenant toutes, c'est une obligation. Presque, mais oui, si, c'est une obligation aujourd'hui d'être vraiment visible et d'accompagner le client sur autre chose. Et moi, mon argument à moi, c'est aujourd'hui une boîte qui vend un service ou un produit, ça suffit plus. Aujourd'hui, on avait déjà besoin quand je me suis lancée en 2019, on nous disait d'avoir une vraie expérience client, etc. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est décuplé. Et on a aussi envie, dans ma génération en tout cas, d'avoir des boîtes qui sont engagées pour ce à quoi elles croient. Donc, tu vois, dans le cas de Ferrero, c'était vraiment une boîte qui avait envie de mettre en avant, même si c'était pas grand public, des gens qui faisaient des choses bien. Et moi, j'ai envie d'accompagner ça. Donc moi, mon argument à moi, c'est j'ai envie d'être porteuse de votre message et je sais que vous avez des choses à dire, je sais que vous avez telle valeur, je sais que votre boîte, elle porte telle mission. Donc, en général, ils peuvent pas dire non à ça parce que c'est eux, donc c'est leur identité, tu vois. Donc, finalement, le meilleur argument, c'est de bien faire mes devoirs et de bien connaître la boîte et de pas y aller comme ça en me disant tiens, si je faisais un podcast sur le sport et de proposer à toutes les boîtes qui font du sport pour leur dire tiens, ce serait bien d'être dans les oreilles de votre, de votre audience. Non, franchement, le but, c'est l'argument qui fait mouche, c'est vraiment de dire je sais de quoi vous avez besoin. Aujourd'hui, le podcast, ça peut vous apporter pas des résultats de vente à très court terme. Par contre, le but derrière, c'est d'être top of mind, donc d'être vraiment dans le top 2, mais même le top 1 des entreprises auxquelles on pense quand on pense à votre domaine, quoi. Et finalement, si on vient me chercher aujourd'hui, c'est parce que j'arrive à disrupter le marché de l'audio avec des idées pour des marques qui ne sont pas portées par d'autres agences, par exemple. Donc, je pense que c'est ça, en fait. L'argument, c'est de se dire, il faut faire quelque chose de différenciant. Le podcast, je leur montre les chiffres, je leur dis, c'est bientôt le pic du podcast parce qu'on est vraiment dans vraiment une explosion en termes de marque, etc., même si tout le monde n'a pas un podcast. Mais vraiment, l'argument, le dernier, c'est il faut y aller maintenant. Parce que quand tous vos concurrents l'auront fait, vous n'aurez plus rien de différenciant, en fait. Et aujourd'hui, les marques, elles veulent quand même essayer de se différencier. Donc après, on y reviendra peut-être, mais le but, c'est aussi de leur trouver des formats et des concepts et tout qui sont différenciants, même sur de l'audio, alors que je ne sais pas si toutes les boîtes, justement, qui font du sport ou un podcast, le but, c'est d'arriver quand même à trouver quelque chose qui fait que, du coup, ils auront vraiment une identité très spéciale, quoi. Est-ce que tu joues sur toi, ta marque personnelle, quand tu vas les voir ? J'essaye, maintenant que je suis beaucoup plus présente sur LinkedIn et que j'ai ma newsletter et tout, j'essaye de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, le truc qui me fait vendre, pour être très honnête, c'est les présentations que je fais aux appels d'offres, pas la presse en question, quoique, mais c'est ma façon d'être, ma façon de parler, la transparence dans laquelle je suis. J'ai bossé avec des agences, justement, de l'autre côté de la barrière, je sais comment c'est, et je voulais être tout sauf ça. En fait, je voulais être tout sauf une agence qui est un peu généraliste, mais qui fait de l'audio. J'ai travaillé tout au début du podcast avec justement des agences qui faisaient pas du tout de podcast et qui se sont dit tiens, l'audio, c'est une bonne idée. Et ça marchait pas parce que c'est pas honnête, en fait. Il y a un moment, moi, le podcast, c'est 100% de ma vie. Et aujourd'hui, je leur dis, la chose qui va faire que vous allez me choisir moi et pas quelqu'un d'autre, c'est que, c'est très transparent. Dans ma presse de tout début, donc on est vraiment en appel d'offres, il y a le process. Et là, on est sur des clients que je connais très bien et je sais que c'est des gens, des chefs de produits, des responsables communication, RSE, marque employeur, etc., qui ont besoin d'être rassurés sur comment ça se passe, qui, comme toi, tu vois, tu me demandais comment ça se passe concrètement, le process et tout, ils ne savent pas ça et c'est normal. Et donc, mon travail à moi, de base, c'est pas que de faire du podcast, c'est aussi d'être chef d'entreprise. Et je pense que c'est ça, en fait. Le truc, c'est que c'est très humain parce que je leur parle comme je te parle à toi. Voilà comment ça va se passer. On va faire ça ensemble. On fait de la co-création. Ce sera jamais un projet qui est pas à vous, qui vous ressemble pas. Et moi, mon but, c'est d'être hyper adaptable. Donc, je pense que c'est ça, en fait. La marque personnelle que j'ai, moi, c'est de dire, les gars, je suis une fille qui est carrée. Et je suis comme ça dans la vie. Tu verrais mon notion, ça fait peur. Mais je suis hyper carrée et tout. Par contre, ça me permet pas d'être rigide, justement, mais d'être hyper flexible. Et je pense que c'est ça, en fait, le truc. C'est que ma marque personnelle, c'est une nana qui est créative, qui va toujours chercher à
à faire différemment, à faire mieux, à faire vraiment très personnalisé. Et je pense que ça, c'est des choses qu'on peut plus se permettre quand on est une très grosse agence qui fait et du blog, et du podcast, et de la vidéo. Et c'est plus possible, en fait. Tu vois ? Ouais, 100%. 100% parce que même dans ma prospection, c'est comme ça que je fonctionne en fait. C'est que, tu vois, quand on m'a dit, quand je me suis lancée, ouais, il faut prospecter et tout, je me suis dit, oula, moi c'est pas trop mon truc quand même, la vente, et c'est d'ailleurs toujours pas trop mon truc. Mais je me suis dit, attends, il faut faire ça comme tu es toi. Et toi, t'as plein d'idées. Et derrière, t'as envie d'aller porter des projets, tu vois. Alors du coup, en termes de financement, ça fait que, sans te mentir, il y a des projets que j'ai dans ma tête et qui sont... Il y a la maquette, il y a tout, hein. Mais j'ai pas trouvé la boîte encore pour financer le projet et pour le porter. Et voilà. Donc il y en a plein dans les placards. Mais en tout cas, ma marque de fabrique, c'est ça. Je pense que c'est, si on veut un podcast qui soit créatif, qui soit 100% sur mesure et surtout une mission globale dans laquelle ça se passe bien et dans la bonne humeur, on vient me chercher, quoi. En général, c'est ça. Quelles sont les métriques que tu mets en place ? Alors, tu me dis que la post-prod, enfin la diffusion et médiatisation, elle est gérée souvent par les équipes, donc j'imagine qu'ils vont pas te demander des chiffres. Mais est-ce qu'en amont, ils vont te demander des métriques où j'imagine que tu as toujours ce service marketing qui va dire non, mais moi, c'est une campagne de notoriété, mais je veux savoir quel est mon retour sur investissement derrière. Donc, comment, en fait, ils arrivent à mesurer l'impact d'une campagne d'un podcast de marque ? C'est une très bonne question. Alors, les métriques, en général, celles que je dis de regarder, c'est beaucoup les taux de complétion et le nombre d'écoutes, tu vois. Donc, ça va être vraiment, est-ce que finalement, un épisode, on est sur le bon chemin en le sortant ou pas ? C'est surtout ça l'intérêt. Aujourd'hui, j'ai eu honnêtement beaucoup de chance de travailler avec des entreprises, de chance, ou en tout cas, je les ai bien éduquées sur le sujet peut-être, je sais pas, mais j'ai des entreprises avec moi qui ont compris qu'en fait, le podcast n'était pas là pour vendre derrière. Donc par exemple, je travaille en pharma, notamment avec Lundbeck, et je trouve que c'est un très bon exemple. Je vais dire pourquoi. C'est que Lundbeck, par exemple, ils ont un service qui s'appelle Parlons Dépression. Bien sûr, Lundbeck, ils vendent concrètement des boîtes d'antidépresseurs. C'est leur travail, tu vois. Mais derrière, ils ont un service, Parlons Dépression, qui est là pour justement faire ce qu'on appelle de la disease awareness. Donc, c'est vraiment aller parler des maladies en amont pour expliquer finalement pourquoi c'est important justement de décomplexer tout ça, surtout sur de la santé mentale. Et donc, finalement, le podcast, moi, que j'ai fait pour eux, c'est de la fiction, donc on n'est pas du tout sur des grands professeurs qui vont te raconter ce que c'est la dépression, et on est là pour aider le patient et l'accompagnant à s'identifier, à avancer en fait sur un chemin qui va peut-être un jour hypothétiquement le mener à un traitement qui peut-être hypothétiquement, encore une fois, sera un produit Lundbeck. Donc tu vois que entre le moment où la personne écoute l'épisode et le moment où peut-être hypothétiquement elle a un traitement de Lundbeck, il y a quand même des milliers d'années qui se passent, et c'est à des années-lumière de ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, j'ai de la chance, moi, d'avoir des marques qui comprennent que les métriques, les chiffres, c'est pas forcément la base de la base. Par contre, ce qu'ils regardent beaucoup, c'est l'engagement qu'il y a avec les épisodes. Donc ça va être, tu vois, dans un écosystème qui est créé par la marque. Sur cet exemple, c'est un bon exemple parce qu'ils ont un site, un Instagram, tout est vraiment fait autour du podcast. Est-ce que tu peux nous définir le nom du podcast et le résumé, un petit peu ce que tu as essayé de créer ? Tu nous l'as dit brièvement, mais est-ce que tu peux un peu plus préciser ? Dans cet exemple, c'est pour le coup, c'est Lundbeck, donc c'est un labo pharma qui vend de l'antidépresseur notamment. En fait, ils sont venus me chercher pour un podcast de marque, du coup, qui s'intègre vraiment dans un service qui s'appelle Parlons Dépression et qui est là pour une seule chose, ouvrir le dialogue finalement autour de la maladie. Et dans ce podcast, j'ai choisi j'avais d'autres agences en face qui ont voulu faire des choses très descendantes, pour expliquer finalement ce que c'était la maladie, et c'était pas une mauvaise idée. Mais moi, j'ai pris vraiment le contre-pied de tout ça, et j'ai dit maintenant, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire comprendre aux gens, entre guillemets, qui sont malades et que peut-être ils ont besoin d'aide. Ou alors donner des outils à des accompagnants ou à des gens qui sont des proches finalement et qui vont dire franchement je crois que mon mari, ma femme, mon père, il a quelque chose qui va pas vraiment et il faut faire quelque chose. Et donc j'ai choisi la fiction parce que j'en viens un peu, donc voilà. Mais du coup la fiction pour moi c'est le meilleur moyen, comme dans un livre, comme dans une série ou quoi, de s'identifier et de se dire je me retrouve vraiment là-dedans et il y a peut-être quelque chose à faire, quoi. Et donc, le but, c'était ça. Et donc, ça s'appelle La Petite Voix d'Émilie.
Et c'est dispo sur toutes les plateformes. Et la petite voix d'Émilie, ça met justement en lumière Émilie, qui est un personnage qui commence un peu dans le dur de la maladie et finalement va réussir avec plein de petites choses, de petites clés très concrètes au fil des épisodes, à retrouver un peu le goût de vivre, de se lever le matin, d'avoir un sens à sa vie. Et là, on est en train de faire la saison 2 et on a re-signé et c'est vraiment super, mais c'est vraiment la fiction qui a fait que l'engagement autour des épisodes a explosé en fait. Les gens patients et accompagnants et même juste des gens qui suivaient le compte sur Instagram et tout ont commencé à vraiment envoyer des messages en disant « Oh là là, mais je me suis vraiment retrouvée dans cette situation. Tiens, ça m'est arrivé. » Donc vraiment, on a explosé l'engagement de ce côté-là, donc du côté patient, mais aussi du côté professionnels de santé. C'est-à-dire que les psychiatres qui ont eu ces épisodes comme support se sont dit « Oh là là, mais je l'ai filé à mes patients. » Ça les a beaucoup apaisés, en fait, de se retrouver dans une histoire qui n'est pas un témoignage. Donc, c'est pas aussi lourd que quelqu'un qui va raconter vraiment son histoire vraie. Et on sait que quand au début d'un film, une série, il y a marqué histoire vraie, c'est dur, quoi. Donc là, on sait que c'est de la fiction, mais en même temps, ça rend un peu la chose plus légère et de voir la progression du personnage, ça permet aux psychiatres de dire, voilà, vous en êtes peut-être à ce stade-là, mais voyez, ça s'améliore, genre c'est possible, on peut trouver des solutions. Donc on a vraiment eu 2 engagements très différents. Donc les chiffres étaient vraiment importants pour eux et ils étaient hyper contents des chiffres vraiment du taux de complétion, du nombre d'écoutes par mois et par épisode, et de voir aussi qu'on était sur le bon chemin avec cette fiction. Donc ça, ils l'ont vraiment regardé, et il y a aussi tout ce qui est démographique qui peut être intéressant, je trouve, à savoir finalement... avec un podcast de marque et donc une campagne de notoriété, de visibilité et tout, on veut quand même toucher un auditeur cible. Et donc, est-ce qu'on a touché cet auditeur cible ? Est-ce que si on touchait, je sais pas, les femmes, je sais pas, tu fais quelque chose sur la sclérose en plaques, c'est quand même globalement plus des gens qui ont des femmes qui sont entre 25 et 45 ans, le pic, tu vois. Est-ce que finalement, dans les chiffres démographiques du podcast, on atteint ces femmes-là, ou est-ce qu'on atteint plutôt des hommes entre 70 et 80 ? C'est que c'est pas le bon format, tu vois. Donc ça donne des idées quand même. Est-ce que pour cette campagne, tu as des éléments justement quand ils l'ont lancé ? Est-ce que c'est toi qui as géré la partie lancement du podcast ? Est-ce que tu as des éléments ? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour le lancer en fait ? Et le faire connaître auprès de leurs professionnels de santé, auprès de leur base, auprès du grand public. Enfin voilà, comment ça s'est passé ? En fait, ça dépend vraiment, encore une fois, du format. Sur cette campagne-là, ce n'est pas moi qui avais la main sur vraiment la mise en ligne des épisodes. Je les ai formés, en fait, notamment sur Ocha. Tu vois, je les ai formés à mettre en ligne leur podcast. Et il faut savoir que c'est un podcast, là, pour le coup, c'est très précis, mais santé, donc, et pharma. Et donc, il n'est pas sur Apple Podcasts. Donc toi-même, tu sais que ça te met un peu quand même un coup, parce que Apple Podcast, c'est énorme. C'est 70%. Enfin, sur mes podcasts, c'est 70% de mon audience. Alors, c'est pas toujours 70%, mais globalement, même si Spotify commence à arriver fort, Apple Podcast est énorme. Donc pour moi, ça a été très compliqué de leur dire vous êtes sûr, parce que ça va être compliqué sans Apple, quoi. Sauf qu'en fait, sur Apple, on peut pas modérer. On peut pas modérer les commentaires. Et donc, en pharma, c'est interdit. Donc, pour une question de réglementaire, c'était impossible d'aller sur Apple. Donc, à partir de là, il a fallu trouver d'autres solutions. Donc, en général, ce que je fais, comme je te dis, moi, j'ai très rarement la main sur le côté com, même si honnêtement, j'aimerais beaucoup l'avoir de plus en plus, parce que il y aurait des bonnes pratiques à mettre en place, et clairement, ils le font pas toujours. Mais dans ces cas-là, je leur fais des recommandations dès le début. Et moi, la première chose que j'ai recommandée, c'est sur la diffusion en elle-même, où on était, tu vois, sur un format fiction que j'ai pensé vraiment en amont, tu vois, on est en mode sur l'idéation et sur le début des scripts, où je me suis dit, tiens, le truc qui peut parler au plus de gens possible sur la dépression, c'est cette sorte de dépression saisonnière où on est en novembre, où il flotte tout le temps, où on a vraiment la tête dans le guidon, on est fatigué, on n'attend qu'une chose, c'est les vacances de Noël, tu vois. Et en fait, je me suis dit, ça va parler à tout le monde, et d'expliquer finalement que cette dépression-là, elle peut durer, et si elle dure, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond derrière, qui est sous-jacent. Et donc je me suis dit, je vais leur recommander une diffusion intelligente, entre guillemets, où les épisodes sortaient une fois par semaine, et ensuite je crois qu'on a un peu espacé une fois tous les 15 jours, mais en gros ça allait jusqu'au printemps. Et au printemps, elle commençait à aller mieux,
Et donc, tu vois, c'était vraiment une diffusion intelligente et ça, ils l'ont suivi. Et je pense que ça a vraiment aidé parce que dans l'histoire, on est en novembre et en vrai, on est en novembre. Et les gens, c'était plus simple en fait de le sortir comme ça. Et c'est un exemple aussi intéressant parce que je te parlais d'écosystème. Ce que j'ai fait, c'est que dans cet appel d'offres, je me suis basée sur ce qu'ils faisaient déjà. Et ça n'arrive pas toujours. C'est-à-dire que pour La Petite Voix d'Émilie, c'était le podcast, mais Parlons Dépression et ce personnage d'Émilie existait déjà. C'est-à-dire que eux, c'était déjà de la fiction qu'ils utilisaient, ce personnage d'Émilie dans leur post Instagram, sur leur site. Tout ça, c'était déjà existant. Et donc moi, c'était intelligent, mais logique, en fait, pour moi, d'utiliser ça et de m'intégrer dans l'écosystème qu'ils avaient. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait gagner cet appel d'offres-là. Donc je pense qu'il y a deux types de boîtes. Il y a les boîtes qui vont mettre en place des actions, tu vois, de type aller le mettre sur LinkedIn, aller le mettre là où est leur cible. Donc eux, par exemple, c'était sur Instagram, avoir un site dédié au podcast, ou alors avoir plutôt un podcast qui est actif sur le site internet par un player ou des choses comme ça. Mais eux, ils n'ont pas forcément fait ça. Ils ont décidé de le mettre partout, mais sur ce qui était déjà existant. Donc vraiment, sur Instagram, dès qu'il y a un épisode qui sort, il y avait la petite couverture du podcast avec vraiment une couverture par épisode. Donc ça rentrait complètement dans, tu vois, le côté identité graphique et tout. Tout était prévu dedans. Mais ils n'ont pas forcément fait, je vais pas dire qu'ils ont fait une campagne de malade en termes de com parce que c'est pas vrai. Ils se sont vraiment basés sur l'audience cible qu'ils avaient déjà ciblée avec Parlons Dépression. Donc en fait, c'était vraiment Instagram. Parfois sur LinkedIn, j'en ai parlé, mais c'est pareil, en termes de réglementaire, c'était compliqué. Donc c'est des choses où c'est très cadré, la pharma. Donc ça existait déjà et c'est uniquement sur le site et Instagram. Je pense qu'après, c'est beaucoup du bouche à oreille de leur côté et de la bonne parole, entre guillemets, prêchée chez les professionnels de santé. Donc tout ce qui était psychologue, psychiatre, et ils travaillent énormément avec le milieu hospitalier. Donc ça a été très porté, je pense, en interne dans les hôpitaux, quoi. Toi, c'est quoi les formats qui tendance, voilà, si je te disais, cahier de tendance pour toi? Pour moi, la tendance, justement, elle va plus être à l'interview parce que je pense qu'on va faire le tour, je le sais. C'est déjà un peu le cas. Mais je pense qu'en fait, la fiction peut bien marcher. Alors, c'est pas le format que je recommande le plus. Sur du podcast de marque, ça peut coller. Genre comme Lundbeck, tu vois, ça colle super bien. Mais c'est pas du tout parce que genre c'est ce que j'adore faire que je vais le coller sur tous les clients, pas du tout, parce que je pense qu'il y a des fois ça marche pas et c'est comme ça. Par contre, je pense que la tendance, elle va être de plus en plus sur de la marque, hein, vraiment, et pas du solopreneur. Je pense que ça va être du documentaire. Je pense que ça va arriver de plus en plus, un espèce de mélange entre le documentaire et le storytelling. Je l'avais déjà fait un peu sur Ferrero et c'est pour ça que je pense que ça va arriver. C'était quelque chose entre la discussion croisée, tu vois, avec des gens, mais dans leur environnement de travail où il y avait vraiment un vrai boulot d'ingé son sur la prise de son, où vraiment on allait et prendre de l'ambiance et prendre des gens qui te parlent et vraiment du documentaire un peu, pas du vlog, tu vois, mais presque. Et ça aussi, le format vlogcast, journal de bord et tout, je pense que ça peut extrêmement bien marcher. Et la fiction, tu vois, ça a déjà fait ses preuves, notamment, je pense à Hermès qui avait fait ça et que j'avais adoré ce podcast. Et Hermès, ils avaient vraiment fait ça, ils ont pris un... je crois que je te l'avais mis, je crois que c'était les aventures de Pénélope ou quelque... Je crois que c'était ça. Et vraiment, eux, ils avaient très rapidement compris parce que c'était un podcast qui commence à dater, je sais plus la date, mais franchement, ça commence à dater. Et eux, ils avaient vraiment pris le parti de prendre un personnage, tu vois, Pénélope, qui va finalement faire un peu des voyages et aller aux quatre coins du monde. Voilà, donc à un moment, elle rencontre le tissage et puis ensuite, elle rencontre telle machine qui est utilisée, tiens, chez Hermès, incroyable. Et puis, elle va rencontrer telle personne qui lui parle de tel tissu. Et donc, le côté, tu vois, storytelling marche très bien. Mais je pense que parfois, il y a des boîtes qui vont avoir besoin de se mouiller un peu plus, entre guillemets. Et tu vois, le format documentaire marche bien parce qu'on va être avec des gens qui font l'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, les trentenaires, en gros, qui écoutent du podcast, donc moi, globalement, on a envie... Oui, ou quarantenaires, non mais bien sûr. Bien sûr. Mais je veux dire, en termes de chiffres, dans les miens, en tout cas, c'est souvent des gens entre, 18-35 ans et qui ont envie, en fait, d'entendre la vraie marque. Pas de dire, ah bah ouais, nous, on est, j'en sais rien, n'importe quoi, mais on est l'Occitane, on fait des crèmes pour les mains qui sont tendance, tu vois, oui, d'accord, mais en fait, c'est quoi
la base de la marque, tu vois. C'est ça qu'on veut savoir. Et on veut savoir pas forcément qu'elle s'engage pour les femmes, et je dis pas du tout ça, tu vois. Mais on a envie d'avoir une marque qui n'est pas là pour rien. Parce qu'aujourd'hui, on a des marques, on n'en manque pas. Donc, on a besoin de savoir pourquoi elle existe et ce qu'elle fait de sa vie et ce qu'elle fait comme impact, tu vois. Et finalement, quel impact elle a et dans son écosystème, même si c'est juste marketing, et quel impact elle a dans son environnement, avec ses clients, etc. Et qu'est-ce qu'elle porte comme mission. Et je pense que ça va arriver pas de manière, tu vois, à dire « Coucou, on est telle marque et nous, voilà, on a un super impact sur la planète », parce que ça, c'est quand même pas très loin du greenwashing, tu vois. Donc moi, c'est tout ce que j'évite avec les clients. Mais le documentaire, je pense que ça va vraiment marcher. Et la fiction, je pense que ça va aussi vraiment marcher. Parce que justement, il y a des boîtes qui vont avoir besoin de se détacher, au contraire, tu vois, de la vraie vie et de tout ça. Et de porter leur message autrement. Là, je pense que sur le podcast de marque, on a fait le tour, ou alors tu as quelque chose à ajouter? Non, à part peut-être que aujourd'hui on est encore un peu au balbutiement du son et qu'on va arriver sur des choses, c'est plus technique, tu vois, mais avec des sons qui sont de l'ordre du binaural et tout, vraiment 360 degrés, ça va vraiment aller plus loin en termes de technique. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir de plus en plus de possibilités. Donc faut pas se dire aujourd'hui ah mais je suis une marque, j'ai envie, tu vois, ou alors je suis justement je suis quelqu'un dans une boîte qui a envie de le faire et qui sait que ça va porter la boîte plus loin. Mais mais il y en a plein, mais qu'est-ce qu'on va dire et tout. Venez, on en parle en fait. Et on va trouver quelque chose à dire, c'est sûr. Il y a toujours des choses à dire et il faut pas se caler sur ce qui existe déjà parce que c'est 1% du marché, quoi. Merci beaucoup, Camille. Ah ben de rien, merci à toi. Ça sera tout pour aujourd'hui avec Camille Debreuil qui nous partage les secrets de fabrication d'un podcast de marque, qui soit à destination du B2C, les clients finaux, consommateurs, B2B, les entreprises, ou en interne à des fins de promotion de la marque employeur, ou encore de la marque personnelle, évidemment. Voici les principaux points que j'en retiens. Petit A, aujourd'hui, vendre un produit ou un service ne suffit plus pour une marque. Il faut vendre un écosystème de contenu et une expérience aux consommateurs. Petit B, on tend de plus en plus à se détacher de nos écrans et l'audio sera le média de demain. Vous prêchez une convaincue. Petit C, investir des millions en publicité, ça touche le grand public. Le podcast attire l'audience qui deviendra cliente. L'heure est à l'action qualifiée plus à l'action de masse. Vous l'aurez compris, le podcast est l'anti-TikTok. Allez, je vous donne rendez-vous évidemment sur LinkedIn pour me dire ce que vous gardez du retour d'expérience de Camille, qui a récemment été en live avec une autre podcasteuse, Delphine Barnavon, du podcast Powerful Club, pour décrypter les stratégies de podcast de marque. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par email cece.steyr@gmail.com. Allez, je file parce que je peux pas, j'ai pas de